Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast Les Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Bertie Borédon, direction Madrid. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et je vais partir dans une école maternelle, une grande école de 450 mètres qui aujourd'hui est devenue une habitation. Nous voilà à Madrid avec Bertie qui va nous raconter son parcours d'expat. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bertie. Bonjour, merci. Alors on se connaît grâce à Anna. Tu as entendu un podcast de Anna Casal sur les réseaux sociaux et tu as découvert la radio des Français dans le monde. Toi qui es expat quand même depuis quelques années, depuis 99, tu découvres notre média, un média que tu affectionnes particulièrement, paraît-il. Oui, parce que moi j'ai eu la chance de faire de la radio quand j'étais adolescent, mais c'est vrai, on en reparlera que le milieu des expats français, c'est assez nouveau pour moi, parce que pendant avant, j'étais un peu isolé à Londres, donc... Tu découvres ces réseaux de Français assez actifs sur l'Espagne. Les Français aiment bien se réunir ensemble, de se retrouver. Ça parle français finalement à Madrid, beaucoup plus qu'à Londres. Alors, beaucoup plus qu'à Londres. Alors, peut-être nous, c'était un choix, mais c'est vrai que nos années à Londres, on a vécu 22 ans, la communauté française était plus autour de la finance. Il restait pas très longtemps, donc il y avait des objectifs de vie un peu différents des nôtres. Alors qu'à Madrid, les Français qu'on rencontre, nous, ça fait 3 ans et demi qu'on est là, ils sont vraiment à Madrid pour la qualité de vie. Il y a vraiment, oui, une communauté française très active et très bienveillante, très accueillante. Et une certaine qualité de vie. Alors c'est vrai que quitter Londres et sa petite grisaille avec sa gelée et son thé pour retrouver les tapas sous le soleil de la capitale espagnole, il y a quand même 2 salles, 2 ambiances, on est d'accord ? Oui, c'est vrai, mais on s'en rend compte plus, je dirais, a posteriori, c'est maintenant qu'on est là et qu'on a du ciel bleu presque tous les jours, qu'on se dit... on aurait peut-être dû faire ça avant. 22 ans, on a supporté Londres 22 ans. C'est quand même une très belle ville, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point le soleil est important dans la vie. Alors Bertie, avant d'arriver à Madrid, on va commencer par Dijon, puisque tu es originaire de cette région. Tu es au début passionné de musique, de photographie. En 95, tu vas monter une société de création de sites web. Alors j'ai connu ça aussi de mon côté. On était des ovnis à l'époque, quand on proposait de créer des sites, alors que le net faisait juste son apparition et que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était. Un peu précurseur, peut-être un peu trop tôt, peut-être. Alors, peut-être trop tôt, en tout cas à Dijon, puisque moi, je me souviens d'aller voir les entreprises dijonnaises et on me disait, mais votre truc, ça marchera jamais, mais personne ne va utiliser Internet. Dans 2 ans, on n'en parlera plus. C'est un peu ce qui m'a poussé. J'ai entendu ça beaucoup. En 99, ça a commencé à un peu fonctionner. C'est là que j'avais une décision à prendre, passer le reste de ma vie à Dijon, ou tenter cette aventure londonienne. Et Londres, qui était une ville qui m'avait toujours attiré. Donc on a décidé de partir. Alors tu arrives avec ta copine qui est étudiante aux Beaux-Arts. Tu arrives à Londres en 99. Une grande période pour cette capitale, très dynamique, beaucoup d'énergie. Tu ressentais l'énergie dans la ville? Oui, alors si on se replace dans le contexte, c'était le premier mandat de Tony Blair, c'était un peu la fin de la Britpop, il y avait l'ouverture de la Tate moderne, donc une ville mode, culture, c'était parfait pour nous arriver d'une petite ville comme Dijon, il y avait vraiment une énergie et une créativité dans cette ville qui était assez unique. Et tu as pu profiter de belles soirées dans des salles de concert, je suppose pour toi, amateur de musique. C'est comme the place to be, Londres. Oui. Et du coup, j'ai continué. Moi, je faisais beaucoup de photos quand j'étais à Dijon d'artistes qui passaient, de nouveaux artistes. Moi, c'est toujours les nouveaux qui m'ont intéressé. J'ai fait des photos à Dijon de Daft Punk sans casque. Quand il démarrait. Et du coup, j'ai continué à faire des photos, mais aussi j'ai fait quelques photos des Français qui passaient à Londres, comme Jane, quand elle a fait son premier concert à Brighton, ensuite à Londres, je suis allé faire quelques portraits d'elle.
Côté pro, en 2001, tu vas rejoindre une ONG pour gérer leur site web. Et au final, tu vas pendant 11 ans être responsable digital. Alors, tu as fait plusieurs ONG différentes, d'autant que depuis, tu es passé freelance et toujours pour les ONG. Création de plateformes de dons, transformation digitale, c'est toi, ton expertise que tu mets au service des ONG. Tu travailles pour qui, par exemple? Actuellement, alors ça change, mais j'ai des clients réguliers, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille avec Handicap International sur tout un nombre de projets, accompagnement de campagne, comme tu l'as dit, transformation digitale. Là, j'ai un projet pour les Nations Unies, pour UNRWA, où je les aide à lancer la semaine prochaine une nouvelle plateforme de dons. Donc c'est beaucoup ça autour de la collecte. J'accompagne aussi actuellement une ONG en Inde qui avait besoin d'un nouveau site internet, donc j'ai géré tout l'appel d'offres pour eux. Je les ai aidés à choisir l'agence, et puis là je vais faire en sorte que tout soit en place selon les objectifs. Je fais un peu de formation, aussi sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu un métier de responsable digital, on va dire en intérim pour les ONG qui n'ont pas assez de ressources en interne. Et puis avec ce métier que tu peux transporter avec toi, hein, tu es consultant web, donc c'est possible. Tu arrives à la conclusion avec toute la famille que rester en Angleterre, c'est peut-être pas la bonne chose. Les temps ont changé, il y a eu le Brexit, il y a même presque un peu un racisme anti-Europe qui est ressenti au quotidien. Oui, c'est vrai que pendant toutes ces belles années qu'on a eues en Angleterre, il y avait une tolérance. C'était un pays le problème, c'est qu'on parle de l'Angleterre, mais nous, on a connu Londres. Donc, Londres et le reste de l'Angleterre, il y a des différences, je pense, un peu comme dans tous les pays. Et c'est vrai que suite au Brexit, l'énergie du pays a changé. Et il y a eu plusieurs fois où on nous a dit, mais on n'est plus ici, c'est plus l'Europe, mais de façon assez négative. Donc, c'est vrai que moi, qui avais cette passion pour la langue anglaise, pour la musique, pour la culture anglaise depuis mon adolescence, j'étais un peu affecté par ça. Ouais. Et puis quand t'as parlé de ma copine qui était étudiante, qui est depuis ma femme, le climat, elle en avait vraiment ras-le-bol. Alors du coup, vous devez trouver une nouvelle destination, et c'est un peu par hasard que ça va tomber sur Madrid. Quand tu parles aux enfants qui ont 11 et 14 ans, ils se disent pourquoi pas. Donc comme tout le monde est plutôt d'accord, un petit voyage de repérage, comment ça s'est techniquement passé, le choix de Madrid? Alors, techniquement, en fait, la décision, mais c'est vrai qu'on pensait qu'on allait devoir vraiment convaincre les enfants, puisqu'ils sont quand même, ils étaient à un âge où ils étaient déjà bien. Enfin, ils sont tous les deux nés à Londres mais ils étaient assez positifs. Mais c'est vrai qu'ils se sont dit non, on veut quand même voir la ville. Alors c'était c'était en 2020, donc c'était l'été Covid. On a pu se déplacer pendant que les frontières étaient ouvertes en Espagne. On a bien aimé, donc on a passé 3 jours à Madrid, ça nous a plu. On est rentré à Londres, on a mis la maison en vente, et 1 an plus tard, on arrivait. Donc en fait, on est arrivé dans une ville où on avait passé 3 jours en tant que touriste. Mais voilà, c'est pas de regret. On est en plein cœur d'un dossier spécial consacré aux ados et à l'expatriation. Une petite question sur tes 2 ados à toi, qui sont donc français, qui sont nés à Londres et qui aujourd'hui se sont installés à Madrid. Comment ils ont vécu ça? D'abord, est-ce qu'ils se sentent français? Non, en fait c'est ça, c'est que même si leur passeport est français, ils sont officiellement de nationalité française, ils sont nés à Londres, ils se parlent anglais entre eux, ils nous parlent peut-être plus anglais que français. Moi, je sais que quand je les dispute, je suis obligé de le faire en français. Si je le fais en anglais, quand ils étaient enfants, ils critiquaient mon accent, donc j'avais un peu moins d'autorité. Mais donc je dirais non, je sais pas, ils se sentent pas vraiment français. Mais par contre, ils ne retourneraient pas en Angleterre. Ils adorent vraiment cette ville, pouvoir prendre le métro, aller faire du shopping, aller voir des amis. Ils ont vraiment adoré ce changement. Pour eux, la France, c'est juste les vacances et la famille. C'est les longs repas de famille. Ouais. Alors parlons, pour terminer cette interview sur ton parcours, de cette école maternelle. Tu as repéré un endroit atypique, comme on dit, 450 mètres carrés sur 8 niveaux. Vous vivez aujourd'hui au milieu d'une salle de classe, au milieu d'une salle de cours, de salle de pause, le jardin, c'est la récréation.
C'est la cour de récréation. En fait, on cherchait un lieu comme ça à rénover et on est tombé sur un bâtiment qui était en vente depuis plusieurs années, à restaurer. Bon, c'est un bâtiment qui date de 2000, donc c'est pas un bâtiment très vieux, mais qu'on transforme, comme tu l'as dit, d'école à maison. Donc c'est-à-dire moi là où j'ai fait mon bureau avant, il y avait les berceaux et les bébés, et à chaque étage on a changé chaque salle de classe en soit un atelier ou chambre avec salle de bain, cuisine, et puis on a une terrasse sur le toit. Donc sympa. Voilà. Mais c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'ayant vu plein de photos, enfin plein de vidéos de YouTubers millennials qui rénovaient des maisons, ça m'a fait envie. Et ça paraît beaucoup plus simple. Une fois qu'on l'a, il y a quand même, c'est d'autres emmerdes, hein, quand même, clairement. Il y a un peu plus compliqué. Ouais. Bertie, pour terminer, tu me disais que tu écoutais des podcasts de la radio. Cette vie à l'international aujourd'hui, avec les années qui ont passé, tu t'imagines être resté purement et simplement dijonnais, ou ça te semble vraiment pas possible? C'est difficile d'imaginer. Moi, ma décision de partir à Londres à l'époque, elle était simple. C'était de me dire, je vais essayer. C'est pas loin, hein, c'était un voyage en Eurostar. Si ça marche pas, je peux rentrer. Mais ce que je ne voulais pas, c'est me dire, dans 10 ans ou 20 ans, me poser la question. Et comment aurait été ma vie si j'étais parti? Donc, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Alors non, je pense qu'on a pris la bonne décision. Eh bien, merci en tout cas, et puis reste fidèle à la radio des Français dans le monde. Merci. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.